Alors, vous le savez, Sainte-Soline l'a révélé, on est dans une période où on accapare l'eau, où on saccage la biodiversité, où on artificialise les sols, où on pollue l'eau, où on pollue l'air. Voilà, ce sont des choses contre lesquelles, depuis des années, des associations locales, régionales, nationales et internationales se battent en pensant aux générations futures. Et les morts de ces luttes ne sont pas que récents, puisqu'on peut penser à Vital Michalon, dont Ariel Imi nous rappelle dans son livre, que je vais citer tout à l'heure, qu'il est mort le 31 juillet 1977. Bien sûr, Rémi Fraisse à Sivins le 26 octobre 2014, jusqu'aux victimes plus récentes des violences graves commises contre les militants de Bure ou de Sainte-Soline. Donc les violences policières, contrairement à ce qu'on pense peut-être, ont toujours visé lourdement les militants écologistes. Et s'ajoutent aujourd'hui des militants écologistes qui se voient soumis à des menaces et des arrestations parfois violentes, des procédures judiciaires qui ne le sont pas moins, puisqu'elles sont souvent dérogatoires, notamment à cause de lois scélérates, les lois antiterroristes qui sont employées contre des militants qui n'ont rien à voir, quoi qu'on dise, le gouvernement avec le terrorisme, notamment cette loi séparatiste aussi qui renforce la mainmise de l'État sur les associations, sur leur financement, et puis on le verra aussi des attaques plus diffuses et qui sont suivies d'effets parfois graves. Et donc la parole politique, elle aussi stigmatise le mouvement écologiste, avec notamment le vocable éco-terroriste qui a été largement propagé et parfois au plus haut de l'État. Donc on va voir un petit peu comment ce phénomène se déploie avec Maître Ariel Imi. Bonjour. Bonjour. Vous êtes avocat, spécialiste des violences policières et auteur de L'État hors la loi, lorsque des violences policières, l'État hors la loi, logique des violences policières, pardon. Ce livre-là, et je crois que vous pourrez même vous le procurer, il doit y en avoir quelques-uns sur le stand à l'issue de ce débat. Donc une autre maître, puisque Maître Marion Augier est avec nous aussi. Bonjour Marion, vous êtes avocate en droit public, membre de la LDH et aussi du syndicat des avocats de France, et vous allez nous parler, vous, plus précisément de ce qui se trame contre les associations qui entravent leur action. Également avec nous Lionel Brun-Valicon, bonjour. Vous êtes membre de l'Observatoire des pratiques policières de Seine-Saint-Denis et vous avez été observateur pour la Ligue des droits de l'homme à Sainte-Soline. On vous doit un excellent rapport qui a pu contrer la version policière et étatique de ce qui s'est passé sur place. Et puis on remercie également beaucoup Julien Leguet d'avoir trouvé une petite place. Je crois qu'il est un peu chez lui là. Voilà. Donc Julien, vous êtes batelier dans le Marais Poitevin, militant écologiste bien sûr de longue date, et porte-parole du mouvement Bassine Non Merci. Et puis pour vos fans, ils le savent déjà, mais ils peuvent vous voir dans le très très beau film qui s'appelle De l'eau jaillit le feu, qui retrace aussi sur une période longue en fait ce combat contre les bassines et contre l'accaparement de l'eau et contre cette politique du tout maïs qui ne mène à rien mais qui est quand même poursuivie avec acharnement. Voilà. Et donc c'est à vous que je vais donner la parole en premier puisque vous êtes directement concernés. Vous avez vécu Sainte-Soline. Vous vous battez contre la construction de ces méga-bassines et vous étiez très récemment en procès pour ça d'ailleurs. Racontez-nous un petit peu comment votre lutte contre ces bassines, qui n'est pas nouvelle, est-ce que vous avez senti une radicalisation de la violence contre vous et de la répression? Salut à tous, et en effet, un grand merci au stand de la Vendée d'accueillir ce débat. Et c'est pas le seul débat qui va parler et de répression policière, et d'engagement militant, et également de la question de l'eau, parce que c'est bien de ça qu'il s'agit et ce qui déclenche tout. Cette lutte contre les méga-bassines, elle a en réalité commencé il y a une quinzaine d'années. Les premières méga-bassines, elles ont été justement installées en Vendée, où aujourd'hui il existe 26 méga-bassines, et il y en a encore 3 en projet. Et si sur le Poitou-Charentes et les Deux-Sèvres, et maintenant bien au-delà, il y a une résistance qui s'organise, sur la Vendée, on a toujours un conseil départemental tout puissant et un contre-pouvoir qui n'est pas en place, qui n'est pas encore en mesure de résister à ces nouveaux assauts.
Et puis également, les premiers travaux avaient également eu lieu en Charente-Maritime, les premières méga-bassines de Charente-Maritime, qui ont très rapidement été jugées illégales. Ça fait 10 ans que devant les tribunaux administratifs, ces projets sont taxés d'illégalité. En dépit de ça, qu'elles continuent à être exploitées, là où il y aurait dû y avoir une nécessité de remise en état. Et donc, oui, pour ce qui est de la répression croissante, c'est évident que depuis 2 ans, en réalité, il y a vraiment un cap qui correspond au démarrage des travaux, qui a fait qu'à la fois, nous, on a eu vraiment le sentiment d'être opposé à un véritable rouleau compresseur, et qu'en dépit de toutes les modalités d'action qu'on avait pu développer depuis 15 ans, et plus précisément depuis 6 ans, qu'il y a ce nouveau projet qui s'est mis en place sur les Deux-Sèvres, on avait tout mis en place pour résister. Des réunions pédagogiques, des sorties de terrain, des sensibilisations en veux-tu en voilà, des documentaires, des recours juridiques au tribunal administratif, enfin vraiment des grandes manifestations. Déjà, ça fait plusieurs années qu'on organise des rassemblements à plusieurs milliers de personnes, et en Marais Poitevin, c'était déjà une grande première. Et on est malgré tout arrivé à ce stade où les travaux ont commencé d'abord sur la commune de Mauzé, et ce qui a eu pour effet que nous avons aussi changé nos modalités d'action, où face à ce passage en force, maintenant on revendique bien volontiers l'usage de la désobéissance civile. On assume des actions de démontage ou de désarmement de structures qu'on jugeait cocidaires, et en réponse à ces nouveaux types d'actions, on a tout un panel de répression qui s'est mis en place. D'abord à travers des signes comme la surveillance. Ça a commencé où, il y a 1 an et demi, on a trouvé une caméra branchée en direct sur l'habitat de mon père et qui donnait à voir tous les allées-venues, parce que le domicile de mon père était soupçonné d'être un lieu de réunion, tout simplement. De trouver des balises GPS d'abord sous ma bagnole, et puis ensuite sous pas mal de camarades, y compris des camarades qui s'engagent dans la lutte à travers les cantines militantes. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment une volonté d'aller chercher très très loin sur comment on fonctionne et comment... sur tout un volet renseignement. Et puis c'est venu tard, notamment les camarades des soulèvements de la terre qui sont à nos côtés il y a encore 1 an et demi, ils ne comprenaient pas qu'on n'ait pas fait l'objet de plus de représailles juridiques. Ils disaient mais il y a un truc là, il y avait déjà eu pas mal d'auditions libres ou de garde à vue, mais qui n'étaient pas suivies de jugement. Et là clairement depuis 1 an, on vit très fortement le volet répressif. On en est au 5e jugement au tribunal de Niort, il y en a eu un autre à La Rochelle. On est près de 25 à être passés sous les fourches codines de ces tribunaux. Et puis en parallèle de ça, et c'est certainement le plus grave, il y a les modalités de maintien de l'ordre, du maintien du désordre public qui sont mises en œuvre à présent à notre rencontre et qui sont d'une violence rare, d'une violence rarement vue sur des dossiers écolos, qui ressemble beaucoup au traitement qui a été celui du mouvement des retraites ou des gilets jaunes en réalité. Et puis ensuite, comme tu l'indiquais, tout ce glissement sémantique autour de l'écoterrorisme qui vise à justifier que finalement de nouvelles méthodes qui sont du ressort de nouveaux moyens qui sont du ressort de l'antiterrorisme soient mobilisés à notre rencontre, et dans les moyens juridiques, et dans les moyens de surveillance, et dans les moyens de répression. J'ai envie de vous demander ça maintenant. Est-ce que vous avez des nouvelles des blessés de Sainte-Soline? Oui, et notamment des 2 camarades dont les jours ont été le plus gravement mis en danger. Le camarade Serge, dont les nouvelles sont plutôt réjouissantes, même si il y a encore un long parcours de reconstruction. Cet été, la maman de Serge me faisait savoir qu'il avait repassé 3 jours en montagne à faire de la rando, ce qui est vraiment sa passion. Serge, il faut savoir qu'une de ses activités, c'est d'emmener des handicapés en montagne pour faire de la randonnée. Il a la gueule de l'éco-terroriste. Et l'autre camarade qui est sorti plus rapidement du coma, j'ai moins de nouvelles. Et puis ensuite, ça c'est les 2 noms qui ressortent parce que vraiment leur vie a été mise en péril. Mais en parallèle de ça, il y a les 200 personnes qui ont été blessées dans leur chair et les milliers de personnes qui ont été touchées dans leur cœur, dans leurs âmes, dans leur esprit. Et où là, on essaye de le soigner. Je pense que notamment le convoi de l'eau qu'on a organisé au mois d'août, c'était aussi une manière de répondre à cette violence et de refaire ensemble, de refaire corps et de montrer qu'on pouvait encore lutter, être debout et faire face. Ça, c'est un peu plus diffus. Je ne sais pas comment on soignera toutes ces plaies, là, réellement. Il n'y a pas longtemps, je me suis retrouvé avec nos bourreaux. On les côtoie toujours. Hein. Quand je dis nos bourreaux, c'est la préfète, c'est le numéro 1 de la gendarmerie, que je ne salue plus, même dans le cadre républicain, je leur accorde plus cette estime-là.
parce que, un petit peu comme au Rwanda, ou ce genre d'endroit où il y a eu des véritables crimes, il va falloir soigner tout ça. Et ça commence par le fait que les bourreaux soient entendus devant la justice. Et ce que je voudrais ajouter de témoignages qu'on a pu avoir par la presse ou par des communiqués de presse, c'est que aussi bien Serge qu'une jeune femme qui a eu le visage mais quasiment arraché, ils n'ont pas perdu le goût de lutter. Et ça, je pense que c'est important de le signaler aussi. Ils sont déterminés à continuer. Leur combat ne s'éteint pas avec cette intimidation, même si elle est dramatique. Oui, notamment cette jeune camarade qui a eu l'occasion de témoigner dans la presse, et puis également qui a contribué, qui est une des 40 contributrices du bulletin qui est sorti aux éditions du Seuil, On ne dissout pas un soulèvement, et qui a eu une parole, enfin un écrit très puissant, et vraiment il ressort de ça, c'est que la stratégie de l'attention, la stratégie de la terreur, et j'ai envie de retourner le vocable, il y a bien des éco-terroristes en France, et notre gouvernement et Darmanin en est un. C'est bien ça, éco-terroriste, c'est terroriser les écolos et c'est terroriser le milieu naturel. Et aujourd'hui, avec le gouvernement Macron, on a clairement affaire à une politique écocidaire. C'est même pas du ressort de l'inaction climatique, c'est du ressort de la continuation du pire. Pour venir jusqu'ici, j'ai traversé la Beauce à nouveau, mais quelle horreur, quoi. Et ça continue. Et là où maintenant poussent les rampes à perte de vue, c'est aussi les plateformes logistiques, c'est des unités de méthanisation, et ça, c'est du Macron pur jus. Donc, je vais peut-être donner la parole à Lionel Brun, bravo, merci. Mais restez avec nous parce qu'on va échanger, bien sûr. Lionel Brun, vous étiez à Sainte-Soline en tant qu'observateur. Est-ce que vous pouvez, pour les gens qui ne connaîtraient pas, nous décrire un petit peu le rôle des observateurs de la LDH lors des manifestations et lors de la manifestation de Sainte-Soline, et puis nous parler un petit peu des constatations que vous avez pu faire et surtout du décalage que vous avez pu observer entre vos constatations et la version officielle? Oui, bien sûr. Alors pour commencer, s'agissant des observatoires, en fait, depuis maintenant 2015-2016, dans diverses villes et territoires en France, la Ligue participe à des observatoires qui sont organisés de façon un peu différente suivant les territoires. Ça peut être avec d'autres associations, en général le Syndicat des avocats de France, parfois aussi le MRAP, parfois la Fondation Copernic, voilà, bon, ça peut être assez différent. Et là, en fait, c'était une des premières fois qu'on organisait une observation inter-observatoire, parce qu'on s'est dit que c'était nécessaire pour avoir une vision un peu globale de ce qui s'annonçait comme une manifestation relativement importante, avec un enjeu de maintien de l'ordre important, d'avoir un nombre suffisant d'équipes. Donc on était 6 équipes de 3 personnes, parce qu'en général on est des équipes de 3 sur le terrain, et puis une équipe en back-office à Mel, donc un peu avec les avocats notamment, pour suivre ce qui se passait. Et donc voilà, il y avait plusieurs observatoires qui contribuaient à cette observation, et on s'inscrit à la Ligue dans les observatoires auxquels on contribue, dans le cadre international qui protège en fait l'observation de la liberté de manifester, qui est organisé par un certain nombre de textes internationaux, mais qui sont malheureusement très mal connus en France, ce qui fait que, y compris quand on se présente devant une juridiction, comme ça a été le cas à la suite d'une instruction que la préfète voulait faire à la présence des observateurs sur place, dans son ordonnance, le tribunal a reconnu qu'il y avait effectivement une illégalité dans la réponse de la préfète qui voulait traiter les observateurs et observatrices comme des manifestants, mais pour autant, il a considéré qu'il ne fallait pas annuler cette décision de la préfète. Pourtant, il y a un cadre, y compris reconnu par le Conseil d'État en France, sur le rôle des observateurs et observatrices. Bon, et puis on voit aussi aujourd'hui, y compris devant la commission d'enquête sur les groupuscules violents à laquelle la Ligue a été auditionnée, qu'il y a une méconnaissance de ce qu'est le cadre international de protection des observateurs et observatrices dans lequel on s'inscrit. Bon, ça c'est on pourra répondre évidemment à des questions si besoin, mais c'est pour planter le décor. Et donc sur place, ben voilà, les 6 équipes ont suivi les différents cortèges qui sont partis et ont pu constater les principaux constats qu'on a retracés dans le rapport, à savoir le fait que, évidemment, c'était les forces de police, les forces de gendarmerie en l'occurrence, qui les premières ont engagé la force sans que ce soit nécessaire, puisqu'il n'y avait pas d'hostilité de la part des manifestants, qu'il y a eu plusieurs pratiques illégales, y compris des tirs de LBD depuis des quads en mouvement,
Et puis, ça c'est notre conclusion qui nous paraît la plus importante, c'est l'entrave au secours dont se sont rendus responsables les pouvoirs publics. On a pu constater sur place à plusieurs occasions, je pourrais donner des détails, mais entre autres on a été auprès de Serge quand il était blessé, on a pu constater qu'il y avait des appels répétés au SAMU où le SAMU indiquait ne pas pouvoir venir, notamment parce que le commandement l'en empêchait. Donc nous, effectivement, dans notre rapport, on considère qu'on n'est pas en mesure de savoir qui de la préfète, qui du commandement de gendarmerie a organisé ça, mais ce qu'on peut voir, c'est que l'ensemble du dispositif a été organisé au mépris de la vie humaine et que la logique de maintien de l'ordre qui était suivie mettait au second plan, voire encore plus loin, toutes les considérations de protection des manifestants et aussi, dans une certaine mesure, des agents, puisqu'il y avait, on a vu un certain nombre de cas aussi où les agents, du fait des décisions, de la façon dont les agents étaient disposés autour du chantier de bassine, pouvaient les mettre en difficulté parce qu'ils ne pouvaient pas facilement retraiter. Et puis on a vu aussi une équipe de gendarmerie qui est restée à côté d'un camion qui était en flammes et qui ne bougeait pas, alors qu'il n'y avait pas de heurts aux alentours. Bon. Et tous ces éléments qu'on a constatés dans le rapport, malheureusement, ont été systématiquement niés ou ont fait l'objet de tentatives de décrédibilisation des pouvoirs publics, n'ont absolument pas fait le travail de réflexion de fond, effectivement, pour savoir quelles étaient les responsabilités engagées. Alors heureusement, il y a des affaires qui sont portées devant le juge pénal maintenant sur la non-assistance à personne en danger. Mais bon, voilà, le risque c'est que ça n'aille pas suffisamment loin pour montrer qu'effectivement il y a des responsabilités graves qui ont été engagées à cette occasion. Et puis au-delà de ça, là je parle du point de vue juridique, mais politiquement, on voit qu'il y a des forces qui ont été dangers qui étaient complètement disproportionnées. Enfin, pour donner un ordre d'idée, c'est plusieurs milliers de grenades qui ont été tirées en 2 heures. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler, mais c'est 20 fois plus que pendant la nuit où Rémi Fraisse est mort. Il y avait déjà, on était déjà passé à un palier dans le rythme de munitions qui avait été employé. Donc on est dans une logique d'affrontement total et une idée de traiter des manifestants voilà, comme des adversaires. Ce qui d'ailleurs se retrouve dans le vocabulaire, y compris des rapports officiels qui ont été publiés juste après la manifestation et dans lesquels évidemment on a pointé un certain nombre d'incohérences que vous pouvez retrouver dans le rapport qu'on a publié. Alors c'est vrai qu'on avait l'image de manifestations écolo qui se passaient plutôt bien. Et on a l'impression que bon, la Sainte-Soline, ça a été une sorte d'acmé d'hyper-violence et quasiment de guerre civile, hein, puisqu'on avait vraiment les manifestants qui étaient traités comme des ennemis. Et puis, ça s'instigue même dans des manifestations parisiennes. Je pense à les manifestations devant un grand magasin parisien, où pareil, les manifestants ont été, accusés d'action pacifiste, ont été criminalisés, arrêtés, brutalisés, alors que ça n'arrivait pas avant. Et là, on a quand même un tournant. Je ne sais pas si Ariel, vous voulez réagir avec ça ou à ça, vous vouliez réagir tout à l'heure. Donc peut-être c'est sur autre chose, mais je reste une question. Je voulais pas forcément réagir, mais je pense qu'on partage tous l'idée qu'il y a eu une brutalisation de l'action de l'État sur les militants écologiques. Mais c'est pas le début, je pense qu'il y a un véritable ADN administratif sur la répression des écolos et des mouvements politiques écologiques. Depuis toujours. Vous avez cité tout à l'heure Vital Michalon. C'était en 77, c'était à Creys-Malville, c'était la première ZAD contre la fabrication et la construction d'un réacteur qu'on appelait Super Phoenix à l'époque. Et évidemment, pendant un an, il y a eu des militants qui se sont installés sur le chantier, qui ont, comme à Sivins, comme à NDDL, qui ont dormi dans les arbres, qui ont posé leurs tentes et qui ont fait en sorte, pacifiquement, parce qu'il y a quand même une histoire de la désobéissance civile, de la non-violence dans les mouvements écolos, d'essayer d'empêcher de contester la création de ce réacteur qui d'ailleurs
n'est plus en service depuis bien longtemps ou n'a pratiquement jamais été mis en service. Et il se trouve qu'en 1977, il y a une énorme manifestation qui est organisée qui voit plus de 60 000 personnes arriver. 60 000 personnes, c'est énorme. C'est vraiment une des plus grosses manifestations. On n'a pas, dans l'écologie politique de l'époque, il n'y a pas de députés, il n'y a pas de représentants politiques. C'est ça la particularité, mais il y a une masse extrêmement importante de militants qui ont déjà conscience de l'enjeu climatique, de la contestation du nucléaire ou d'autres contestations. Et ce jour-là, on a eh bien, un goulot d'étranglement qui est mis en œuvre à un endroit précis et les gendarmes, les policiers vont commencer à jeter des grenades. Pas n'importe quel type de grenade. Évidemment, il y a eu des grenades lacrymogènes, mais il y a eu aussi des grenades OFF1, c'est-à-dire des grenades à effet de souffle. C'était des grenades qu'on utilisait déjà pendant la Première Guerre mondiale, du côté allemand comme du côté français, pour tuer l'adversaire et l'ennemi. Et là, il y a eu des morts, il y a eu un mort en particulier, il y a eu Vital Michalon qui a, du fait de l'effet de souffle, du blast de la grenade, eu les poumons explosés. Quand je vous dis qu'il y a un ADN et qu'il y a des choses qui se ressemblent énormément d'une époque à l'autre, c'est qu'effectivement, en 2014, pardon, le 26 octobre 2014, dans la nuit, Rémi Fraisse, qui viendra à la fête de la métairie sur la zone de Sivins, là où il y a encore aussi une ZAD, une des premières ZAD qui se crée pendant un an, exactement comme à Crèce-Malville, une ZAD pacifiste, et pendant cette nuit-là, Rémi va entendre des bruits énormes, des explosions, et il va aller voir ce qui se passe alors qu'il est en train de faire la fête et boire des bières avec les gens, tout simplement. Il va voir ce qui se passe et il va mettre ses bras en l'air comme ça. Il va se mettre entre les gendarmes et les manifestants parce qu'il ne comprend pas pourquoi les gendarmes tirent des grenades et tirent au LBD sur les manifestants. Et c'est là qu'il va se prendre une grenade dans le dos et qu'il va en mourir, le dos explosé. Alors je précise que vous savez ça parce que vous êtes l'avocat de sa famille et que par contre il y a eu une version policière qui était totalement mensongère là aussi. Alors, dans toutes les affaires de violence policière, à Sainte-Soline comme ailleurs, il y a quelque chose d'absolument similaire, c'est la dissimulation par l'État. Il y a vraiment une volonté systématique, mais n'importe quelle violence policière, qu'elle relève du mouvement écolo, qu'elle relève de la manifestation de rue, qu'elle relève également des violences dans les quartiers populaires, des violences que vous avez vues récemment qui ont amené à la mort de Naël à Nanterre. Dans toutes les violences, vous avez une volonté de dissimulation par l'État. Et il y a une mise en œuvre de cette dissimulation qui consiste à mentir, faire des faux procès-verbaux, à organiser la parole des policiers. Ils se concertent, mais ils ne se concertent pas uniquement entre eux, ils se concertent avec la hiérarchie. Je vous donne un exemple dans l'affaire qui n'a rien à voir avec les mouvements écolos, mais la mort de Cédric Chouviat, qui ça parle, sur les quais à Paris, un livreur de 42 ans qui avait 5 enfants et qui a été tué mort étranglé par des policiers. Le jour de sa mort, l'encart et le communiqué de presse de la préfecture, c'était de dire qu'il avait eu un malaise cardiaque. On s'est rendu compte, grâce aux vidéos par la suite, qu'en fait, il avait été étranglé par les policiers. À Sainte-Soline, j'en parlerai pas parce qu'il y a eu exactement le même mensonge d'État qui s'est mis en œuvre. À Sivins, avec Rémi Fraisse, le matin de la mort de Rémi, il y a eu aussi un communiqué de presse de la préfecture qui disait, alors non signé, c'est jamais signé, qui disait on a retrouvé un corps sur le chantier de Sivins, un peu pour laisser croire que, vous savez, ces junkies à dreadlock sont morts. Et puis après, il y a eu un deuxième mensonge qui s'est mis en œuvre. C'est quoi? C'est oui, mais on n'a pas retrouvé son sac. Et il est possible que dans son sac, il y avait des cocktails Molotov et qu'il soit mort de ses propres cocktails Molotov. Le problème, c'est que le matin même, dans l'heure qui a suivi la mort de Rémi Fraisse, dans l'heure, le gendarme qui avait tiré la grenade était déjà identifié. On savait déjà que c'était une grenade qui l'avait tué.
On avait vu cette grenade lancée, on avait ramassé immédiatement le corps de Rémi, il y avait déjà eu l'enquête qui avait commencé, ce qui veut dire que ceux qui ont émis ce communiqué savaient pertinemment que c'était une grenade de la gendarmerie qui avait tué Rémi et qu'ils ont mis en œuvre des modalités de communication pour masquer et dissimuler ce scandale d'État. Avec un soutien affiché de la direction de la gendarmerie d'ailleurs. Ah bah on a eu le patron de la gendarmerie nationale qui est venu à la télé, parce qu'il y avait eu une plainte qui avait été déposée, parce que le scandale venait d'exploser, parce que tout simplement il y a des moyens pour lutter contre cette fausse communication, c'est de communiquer avant eux, le plus vite possible, avec les quelques éléments qu'on a. À l'époque on n'avait pratiquement rien, on avait un début d'autopsie du corps de Rémi, on avait entendu parler du corps qui avait porté des brûlures, et avec les militants qui étaient sur place, avec les zadistes qui nous ont transmis des informations, le lendemain pratiquement de son décès, on a pu communiquer et dire en fait non, c'est probablement une grenade qui a tué Rémi, et là ça a fait déraper la communication d'État. Ça s'est passé de la même manière avec Sainte-Soline, puisque évidemment ils savaient pertinemment, ils avaient commencé à engager la communication, et grâce aux observateurs, grâce aux militants qui étaient sur place, à la bande vidéo, à la bande audio d'ailleurs. À la bande audio, grâce à la transmission d'informations internes, c'est-à-dire à la solidarité de tous les militants qui étaient sur place, eh bien cette communication a pu dérailler, et évidemment ça a entraîné un nouveau scandale. Pareil pour Chauviat, c'est aussi l'audio qui a permis de donner une autre version. Avec Cédric c'est un peu différent, on aurait pu ne rien avoir du tout, et en fait on a fait ce qu'on appelle un appel à témoins sur les réseaux sociaux. Les 2 premiers jours on n'a rien eu parce que c'était le week-end, et en fait le lundi matin moi j'arrive à mon cabinet et je trouve des appels de personnes qui étaient dans leur voiture juste devant le lieu de la mort de Cédric, et qui me disent j'ai vu les faits, ah très bien, est-ce qu'on peut se voir pour que vous me racontiez comment ça s'est passé, et qui me disent bah, j'ai fait même mieux, j'ai filmé les faits, et, mais je pensais pas qu'il était mort, et c'est en voyant votre tweet que j'ai appris qu'il était mort, et donc je peux vous amener la vidéo. Donc on utilise également évidemment ces personnes qui sont citoyennes, qui voient une confrontation entre des policiers et une personne, et grâce à ces vidéos, on fait dérailler la communication qui vise à faire souvent disparaître l'existence des violences policières. C'est pour ça qu'aujourd'hui on a un État qui nie même l'existence de ces violences policières. Il ne veut même pas qu'on utilise le mot et l'expression violence policière. On est dans une forme de déni de réalité. Vous voyez par exemple, je vous donne un autre exemple, lorsqu'on est pendant les manifestations de la retraite, on a un jeune homme qui se fait passer dessus par des motos de la Brave M. Cette image est filmée, on a la vidéo, on voit exactement comment les Braves M roulent sur le corps de cet étudiant qui n'avait strictement rien fait. Il y a Tristan Valex de Complément d'enquête qui montre cette vidéo à Laurent Nunez, préfet de police de Paris. Il lui dit, bon, là, vous pouvez dire qu'il y a une violence policière. Et le préfet Nunez lui dit, non, il n'y a pas de violence policière, et je ne sais pas vraiment ce qui se passe, et il y a un traitement judiciaire, et on verra, mais on verra quand? On verra dans de très 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 nombreuses années, après qu'il y ait eu le prisme judiciaire qui aura freiné et sélectionné énormément de dossiers, et à la fin, effectivement, on a un sentiment d'injustice et de frustration très important. Et justement, on parle des violences policières, notamment, donc, puisque c'est notre sujet du jour, mais on voit bien que c'est un continuum contre les militants des défenseurs de l'environnement, mais il y a aussi de plus en plus aussi de la violence judiciaire. Et ces militants sont peut-être de plus en plus réprimés. Vous disiez, Julien, que vous étiez allé au tribunal, que c'était la première fois. Marion, vous, en tant qu'avocate, est-ce que vous pourriez un petit peu quantifier et est-ce que vous pensez qu'il y a vraiment un traitement judiciaire qui s'est durci? Oui, il y a un traitement judiciaire qui existait déjà avant. On a entendu parler de surveillance, une surveillance qui est démesurée. Il y a eu des arrestations faites en début juin avec 70 policiers cagoulés. On a un traitement aujourd'hui judiciaire qui s'assimile à celui qu'on connaissait pour le terrorisme. Et on a un changement de paradigme. Il y a un aspect qui est diffus, il y a un aspect qui est institutionnalisé, toujours sur le champ judiciaire. Dans ce qui est diffus, on voit qu'il y a un assèchement
des moyens d'action des associations, en particulier des associations écologistes, et également un assèchement de leurs moyens de communication avec aujourd'hui des interdictions de manifestations qui sont beaucoup plus importantes au motif que ceux qu'on a stigmatisés en amont, je pense notamment à Bastille Non Merci, au soulèvement de la Terre. Maintenant, je crois qu'avec mon confrère Lionel Couzoé, on a contesté au moins 8 interdictions de manifestation en 3 mois, et pour lesquelles le motif premier était les soulèvements de la Terre ont appelé à participer à cette manifestation. Donc, on a ce côté diffus où on intervient sur un aspect judiciaire lié aux manifestations, à l'assèchement, mais plus encore, on connaît un changement de paradigme dans la mesure où maintenant c'est clairement institutionnalisé. Ce qui était diffus hier est clairement aujourd'hui assumé, en particulier depuis une loi, la loi du 24 août 2020, qu'on appelle communément la loi séparatisme. Qui est dite séparatiste, qui s'appelle loi confortant les principes de la République. Et là, on a créé un cadre institutionnel qui permet de stigmatiser des associations et de les faire sortir de ce qu'ils appellent l'arc républicain. Cette loi, elle avait été initialement adoptée pour réprimer ce qu'on appelle la mouvance djihadiste, islamiste, et en fait tous les outils qui ont été introduits dans la loi par cette loi du 24 août 2020, aujourd'hui sont utilisés directement contre les associations écologistes. Donc on a en tête d'abord la dissolution, parce que récemment le collectif des soulèvements de la Terre a été dissous avant que le Conseil d'État suspende cette dissolution. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui c'est possible? Précisément parce que cette loi a ajouté au motif de dissolution le fait de provoquer à des violences contre les biens. Et là, directement, c'est en fait le désarmement qui est ici concerné. Donc on a ce premier motif qui est clairement la dissolution des associations écologistes. Et puis on a un autre instrument qui est extrêmement dangereux, qui s'appelle le contrat d'engagement républicain. Ce contrat d'engagement républicain, il est clairement au moment du financement des associations. C'est un contrat qui n'a de contrat que le nom, parce qu'en réalité, ce contrat est composé de 7 engagements. Les associations qui demandent des subventions, État ou collectivités territoriales, doivent obligatoirement signer ce contrat, sinon elles ne peuvent pas percevoir ces subventions. Et dans ce contrat, il y a plusieurs engagements: respecter le drapeau, respecter l'hymne, mais surtout, il y a l'engagement de ne pas inciter ou de ne pas entreprendre des actions qui seraient manifestement contraires à la loi, violentes ou troubleraient l'ordre public. Et dans déjà des lois pour ça? Est-ce que il y a déjà un dispositif pénal qui existe, tout ça. Mais en fait, aujourd'hui, la stratégie, c'est de ne plus punir postérieurement, c'est de dissuader en amont. C'est de créer une chape de plomb sur les associations qui craignent aujourd'hui de ne plus être subventionnées ou d'être dissoutes pour celles qui s'attaquent directement par le désarmement. C'est une sorte de contrat d'allégeance, en fait. C'est un contrat d'allégeance. On demande aux associations, si elles veulent des financements, elles doivent se comporter comme des bons soldats. Et typiquement, le fait aujourd'hui de recourir à la désobéissance civile est perçu par les préfets comme un motif justifiant soit un refus de subvention en amont, soit un retrait de subvention en aval. Et précisément, il y a déjà plusieurs associations qui sont concernées, mais l'affaire la plus connue sur cette question est l'affaire Alternative à Poitiers. C'est une association qui a organisé un village des solidarités. Elle a été financée pour cela par la communauté d'agglo de Poitiers et la ville de Poitiers. Et à cette occasion a été organisé un atelier de formation à la désobéissance civile. Il ne s'agissait pas d'aller désarmer des industries toxiques, mais il s'agissait simplement de faire de la formation, de former à la désobéissance civile. C'est surtout, on apprend lors de ces ateliers à mettre tout le poids de son corps pour être traîné le plus difficilement possible. Et même en amont, voilà, c'est des choses très pacifistes. Il y avait aussi que de l'information, donc on n'était pas sur l'action, la mise en œuvre de l'action de désobéissance civile, mais il n'en reste pas moins que ça a été regardé comme une mesure incitant
à un acte manifestement contraire à la loi, et pour cette raison, l'association Alternativa, enfin le préfet a demandé à ce qu'on supprime toutes les subventions versées à cette association. Donc en effet, on a aujourd'hui une judiciarisation qui s'inscrit dans un cadre qui est totalement assumé par l'État, qui d'ailleurs tient un discours anti-désobéissance civile, toujours avec cette stigmatisation. On veut faire des associations écologistes qui recourent au désarmement, qui recourent à la désobéissance civile, des délinquants. Alors que, comme il a été dit tout à l'heure, le premier délinquant, c'est celui qui a été condamné à 2 reprises dernièrement par le Conseil d'État pour une action climatique. À mon sens, le premier délinquant, c'est l'État. Oui, mais en l'occurrence, vous parlez de délinquance, mais même pas, en fait, c'est de la délinquance supposée et a priori, parce qu'en fait, on est totalement hors du cadre de la loi. Quand on parle des dissolutions qui ont lieu au Conseil des ministres, à huis clos du Conseil des ministres, je ne sais pas si c'est vraiment la justice et la loi, moi. Quand on parle de réseaux sociaux où il y a des groupes, on ne sait pas qui, dénoncent des associations qui auraient telle ou telle volonté supposée et qu'ensuite c'est suivi par une décision arbitraire de la préfecture, est-ce que c'est vraiment la loi, ça? C'est pas ce que j'ai dit. On n'a jamais... La loi, elle donne juste un cadre. Ouais. Après, il y a une orchestration. Il y a aussi beaucoup d'arbitraire, en fait. Tout est orchestré, c'est-à-dire qu'on a parlé de Sainte-Soline. La confrontation, elle a été créée de toutes pièces. Le maintien de l'ordre qu'on a choisi, c'est un maintien de l'ordre qui est purement politique. On crée une confrontation, on crée une scène, une situation pour ensuite disqualifier les manifestants et les militants écologistes, pour les stigmatiser, les délégitimer, enlever toute crédibilité. Donc, et précisément, en fait, ça a été autorisé par la loi, mais évidemment, le Conseil d'État n'a pas été dupe d'ailleurs. Heureusement, il a suspendu cette dissolution. Et aujourd'hui, la judiciarisation, elle s'oriente du côté des retraits de subventions, des sanctions au titre de la méconnaissance du contrat d'engagement républicain, et on voit des dérives mais qui sont assez incroyables, avec des associations qui parfois ont simplement manifesté une affinité ou une participation on a vu des associations qui se sont fait supprimer leurs subventions parce qu'elles avaient prêté une salle à une association qui fait de la désobéissance civile. On a vu des associations dernièrement qui font de l'art vivant, mais parce qu'elles ont fait un happening au bénéfice de Bassine Non Merci, on leur reproche leurs affinités avec des associations écologistes trop contestataires. Donc il n'y a plus de limite, et c'est là où le nouveau temps de la judiciarisation, aujourd'hui on n'est que 2 ans après le contrat d'engagement républicain, donc les recours sont en cours d'instruction, et là on attend beaucoup du juge administratif sur ces questions. C'était ma question d'après, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que vous faites, vous, si vous êtes saisi de ces affaires-là? Quels sont vos moyens et quelles sont vos victoires? En tant qu'avocate, même si parfois je perds un peu d'espoir, je crois encore un petit peu en la justice, le Conseil d'État l'a montré, et je suis assez optimiste sur l'affaire Alternativa Poitiers qui sera jugée d'ici la fin de l'année, mais l'idée c'est de revenir aux fondamentaux. Les fondamentaux, c'est quoi? C'est que la démocratie, c'est le pluralisme. Et les associations, et en particulier les associations qui sont des associations de militants écologistes, sont considérées par, je cite la Cour européenne des droits de l'homme, comme le chien de garde de la démocratie. Le principe de la démocratie, c'est que l'État a l'obligation d'assurer le pluralisme. Il a une obligation positive, qui n'est pas forcément de financer tout le monde, mais qui est de faire en sorte que les associations, y compris les plus subversives, et en particulier les associations qui militent pour les droits économiques et sociaux, les droits des minorités, que ces associations demeurent, parce que, encore une fois, si elles ne sont plus là, il n'y a plus de démocratie. Et c'est pas en finançant les associations de joueurs d'échecs qu'on va raviver notre démocratie. Donc le principe fondateur est là. Finalement, on n'est même plus sur des questions de loi ou de décret. C'est les principes même de la démocratie qu'il faut ici rappeler et pour lesquels on doit se battre. Pour votre démocratie, on est sur le débat est organisé par la Ligue des droits de l'homme, qui elle aussi a subi des menaces de dissolution. Peut-être qu'on peut en dire un mot, je ne sais pas qui veut le faire, Ariel peut-être, ou Marion, ou Lionel. On est vraiment là sur quelque chose qui a suscité, il faut le dire, parce qu'on va parler aussi des choses positives. Il y a des victoires, il y a des envies de lutter, il y a des sursauts, notamment citoyens. Et la Ligue des droits de l'homme a bénéficié d'un sursaut citoyen quand le gouvernement a osé évoquer sa dissolution.
Oui, bah, c'était très clairement lié effectivement au fait que la Ligue des droits de l'homme, immédiatement après la manifestation de Sainte-Soline, ait dénoncé les pratiques du maintien de l'ordre qui s'y étaient déroulées, que le ministre de l'Intérieur, effectivement, devant l'Assemblée nationale, a dit qu'il fallait regarder les subventions de la Ligue et que les collectivités territoriales qui donnaient des subventions à la Ligue devaient y regarder elles aussi à deux fois. Et malheureusement, il n'a pas vraiment été, même pas du tout, contredit par la chef du gouvernement, qui a attendu un peu, mais qui a fini par aller dans le même sens en faisant des mélanges en plus sur l'histoire de la Ligue. Voilà. Mais effectivement, l'effet principal qu'on a vu, en tout cas à court terme, c'est d'abord une grande solidarité, effectivement, qui allait même au-delà de la gauche. Et puis aussi, effectivement, un certain nombre de militantes et de militants qui se sont dit bon, bah, c'est maintenant qu'il faut soutenir la Ligue et qui ont soit fait des dons, soit adhéré. Et ça, c'est vrai que ça, voilà, en tant que militants et militantes, ça nous conforte dans ce qu'on fait, ça nous donne de la force pour continuer à dénoncer. Et c'est ce qu'on a fait avec le rapport, c'est ce qu'on continuera à faire, évidemment. La question qui fait, vous les avez eues ou pas, vos subventions? Alors, il n'y a pas eu de retrait de subvention pour le moment. Mais ce qu'on voit à moyen terme, ce qu'on craint quand même, c'est que ce soit de plus en plus difficile, y compris pour des ministères qui n'ont normalement pas les mêmes missions que le ministère de l'Intérieur, puisque l'État a plusieurs missions d'intérêt général, qui soient inquiétés de devoir travailler avec la Ligue, alors que la Ligue, historiquement, intervient dans les établissements scolaires. Voilà. On va voir. En tout cas, c'est pas à exclure qu'il y ait de nouvelles menaces dans la période à venir, que ce soit plus difficile pour la Ligue de faire un travail entre le travail militant, la mobilisation et aussi l'interpellation directe des institutions et donc le dialogue avec elles. Pour être toujours sur l'aspect positif, c'est mon indécrottable optimisme. On se souvient de la mort bien sûr dramatique de Rémi Fraisse à Sivens, mais le barrage n'a pas été construit. Et surtout, on se souvient que Notre-Dame-des-Landes, l'aéroport n'a pas été construit. Et je ne sais pas si c'est sorti officiellement, mais il s'est dit qu'en fait, le ministère de l'Intérieur et l'État ne voulaient absolument pas de nouvelles ZAD et d'un nouveau Notre-Dame-des-Landes. Est-ce que cette répression n'est pas aussi la traduction d'une grande peur que ça marche en fait? Je sais pas, Julien? Je sais pas, quand on lit les différents rapports qui font du renseignement, on sent bien qu'il y a une espèce de fébrilité, quoi. En tout cas, dans les rapports, on voit bien qu'ils ont compris comment on fonctionnait, et même il y a des interventions qui vont dans le sens de dire qu'en fait, ces nouvelles formes de lutte sont efficaces. Donc oui, certainement que si on fait l'objet d'une telle répression, c'est qu'on chamboule, c'est qu'on doit toucher et certainement faire mouche. Je ne vois pas d'autre explication d'une telle violence, d'un tel déchaînement. Donc nous, au contraire, ça nous donne envie de continuer dans cette lignée-là. Tu posais tout à l'heure la question des suites et de comment on se reconstruisait. Mais en fait, nous, les retours qu'on a, c'est que les gens qui ont vécu Sainte-Soline, mais reviendront à Sainte-Soline ou ailleurs. Peut-être que ça jouera d'un autre comportement et que certainement que les aspects de protection, puisqu'on sait maintenant à quel bourreau et à quel maintien de l'ordre on a affaire, ben certainement qu'on prendra nos précautions vis-à-vis de ça, mais c'est certainement pas l'abattement. Donc oui, on sent que ça vacille, mais à côté de ça, la réponse, elle est plutôt dans la surenchère, plutôt que dans l'amorce d'une compréhension et d'une machine arrière. Hier, on est tombé sur une annonce de la DGSI qui lance un recrutement sans concours. La cellule Déméter, c'est pareil, qui est à l'œuvre et qui est sur des actions illégales, et ça a déjà été reconnu par le Conseil d'État. Il y a un maintien de ces activités illégales pleinement assumé par le gouvernement. Donc, à la fois on fait mouche, mais à la fois, pour l'instant, la réaction, c'est plus de violence, plus de répression. Il reste... Alors que nous, ce qu'on vit de l'intérieur, et ce qu'on ressent, et ça va dans le sens de toutes ces adhésions nouvelles qui sont venues, de solidarité vis-à-vis de la LDH, c'est au contraire un renforcement. C'est une solidarité accrue. Alors peut-être que ce gouvernement joue le rôle du clivage de la société à l'extrême. C'est vrai que nous, on sent bien un renforcement et puis un élargissement de l'alliance contre les bassines, pour les biens communs, etc. Mais qu'est-ce que ça génère des CNews et compagnie dans l'imaginaire collectif? Nous, on est plus fort, mais j'ai l'impression que le camp d'en face aussi se renforce. Après, il y a aussi le principe de réalité. Les gens, même s'ils regardent ces news à la télé, s'ils n'ont plus d'eau au robinet, ils se rendent bien compte qu'il y a un problème avec l'eau.
évidemment, et peut-être que l'issue elle est là, peut-être que ces signaux où on voit des forces de droite se poser la question sur justement ces attaques dont la LDH fait l'objet, peut-être que ça doit... Ce matin il y avait un autre débat où il y avait le maire de Grigny qui disait que sur les questions de régie publique et de maintien de l'eau dans le giron du public, ben, il y avait des élus de droite qui commençaient à percuter, quoi, en tout cas, c'est sûr que si on reste dans nos précarés, je pense que le gouvernement en face est tout à fait prêt à l'affrontement. Voilà. Donc il faut qu'on cogite encore nos stratégies. Et après, il y a cette grande question, mais ce sera l'objet d'autres débats, etc. Mais la place des luttes écolos dans les quartiers populaires, et comment on fait corps, comment on est à l'écoute, et comment on se renforce, et comment... parce que clairement, il n'y a pas photo. C'est bien dans ces quartiers populaires qu'on commence à ressentir le plus violemment les effets de ce dérèglement climatique. Ouais, c'est 1 ou 2 ou 3 degrés de plus. Hein, ouais. Et avec toute la problématique de l'accès à la nature, de l'accès au rafraîchissement, de l'accès à des bâtiments qui soient adaptés pour tenir. Tout béton, on voit ce que ça donne. Effectivement. Donc bah voilà, mais après, est-ce que ça a quand même permis, parce que du coup, le fait d'être victime des mêmes violences policières, ça peut permettre des alliances objectives aussi, justement en se solidarisant contre ces violences policières. Est-ce que vous remarquez ça, Ariel ? C'est aussi une question de stratégie. C'est d'abord une question de stratégie. Mais juste un petit mot pour répondre à la précédente question. On a peut-être l'impression que ça se durcit, que ça devient, qu'il y a une dégradation. Et c'est vrai qu'il y a objectivement une dégradation en termes de réduction des libertés publiques, en termes de répression, en termes de violence. On le voit, on le constate tous, surtout dans les milieux militants. Et en même temps, ça veut peut-être aussi dire qu'on est dans un moment de fragilisation extrême de l'État et du pouvoir politique. Et d'ailleurs, c'est une réflexion qui est tenue par la philosophie politique de manière générale et depuis très longtemps, par les philosophes politiques comme Hannah Arendt, comme Walter Benjamin. Ils ont tous constaté que finalement, la répression était inversement proportionnelle à la force du pouvoir politique. Plus le pouvoir politique est fragile, plus il en appelle à sa police et plus il en appelle à la violence. Puisque c'est la seule chose qui lui reste pour essayer de contrôler et de maîtriser l'exaspération sociale, la contestation. Donc, concrètement, je pense qu'il faut qu'on se dise qu'on est dans ce moment de crise-là. Et que c'est peut-être aussi le moment où on peut, avec des alliances stratégiques entre tous les univers militants, on peut éventuellement faire face d'abord évidemment à ce symptôme que sont les violences policières. L'expérience acquise par le mouvement écolo, par les quartiers populaires, parce qu'en fait, quand on y réfléchit bien, les violences policières, c'est pas un bloc massif. Les violences policières, on peut même essayer c'est ce que j'ai essayé de faire dans le bouquin d'ailleurs, d'en extirper une typologie. Et enfin, moi, ce que je vois un peu dans les violences policières au bout d'une vingtaine d'années de travail sur cette question, il y a évidemment les violences ethno-raciales, celles qui se dirigent vers les quartiers populaires, vers les personnes issues de l'immigration, qui ont tendance à confirmer la ségrégation sociale dans les quartiers populaires. C'est un peu ce rôle-là, et qui aussi ont pour fonction d'intervenir dans l'espace privé, dans l'intimité privée des gens. Il y a également les violences contre l'expression politique, c'est celle qu'on a vue dans le maintien de l'ordre, et notamment contre les mouvements écolos, sur les différentes ZAD ou ailleurs. Et puis il y a ces violences auxquelles on a assisté il n'y a pas très très longtemps, de plus en plus, qui augmentent depuis 2017 notamment. Ce sont ces violences sur les personnes qui sont au volant de leur véhicule et qui sont une violence à part entière. Naël en est un exemple, mais il y en a eu bien d'autres, comme Souhaïl El-Kalfaoui à Marseille, comme Jean-Paul Benjamin à Sevran, et vraiment énormément parce que depuis 2017, il y a eu un changement de la loi. Concrètement, oui, il faut faire expérience et comprendre les singularités de ces violences, qui elles touchent, quels sont les publics touchés, visés, quelles sont les fonctions sociales de ces violences, non pas pour diviser, mais pour essayer de comprendre comment l'État fonctionne et qu'est-ce qu'il vise. Et évidemment, d'un point de vue stratégique, ça va nous permettre de réfléchir en commun
sur une lutte contre les violences policières elles-mêmes, mais également contre la répression de manière générale, et éventuellement pour une alternance politique, parce qu'il ne faut pas oublier que l'objectif, c'est ça, et que si on veut faire aboutir nos idéaux en matière environnementale, nos idéaux en matière sociale, nos idéaux en matière de liberté, en matière d'égalité, la seule manière, c'est qu'il y ait une alternance politique. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que le pouvoir politique tente par tous les moyens d'éteindre la contestation, y compris par la violence extrême, y compris en sachant qu'ils peuvent tuer, en voulant quelquefois tuer pour éteindre la parole. C'est ce qui se passe avec le mouvement écolo. Ils ont tué pour détruire et désagréger à chaque moment de l'époque de l'histoire. En 77, Vital Michalon, ça a détruit le mouvement écolo. Ça a fragilisé le mouvement écolo pendant très très longtemps. Il est né à nouveau, mais après une longue restructuration. Le gouvernement, l'État, sait très bien ce qu'il fait quand il tape et quand il tue. Il veut fragiliser l'ensemble des forces environnementales, l'ensemble des forces militantes. Et évidemment, c'est à ces moments-là, maintenant qu'on a cette expérience de l'histoire, maintenant qu'on a compris, maintenant qu'on sait ce que veut faire l'État, c'est à ce moment-là que, eh bien, on doit se dire, c'est à ce moment-là qu'on doit être encore plus solidaire, et c'est dans la solidarité qui nous a tous liés récemment qu'on y arrivera. Merci. Je vous propose éventuellement, si vous avez des questions, de laisser les 10 dernières minutes de ce débat à vous. En fait, on va être un peu démocratique. Je ne sais pas si vous avez des questions, des remarques. Alors, je suis désolée, il va falloir que vous vous approchiez. Je voulais juste faire par rapport à ce que vous veniez de dire, c'est que effectivement, j'imagine qu'ils détruisent le mouvement écolo en effrayant les personnes qui ne sont pas des violents. Vous m'entendez pas en effrayant les personnes qui sont plutôt pas des violents, les écolos en général, et notamment c'est aussi en continuant à faire croire au grand public que les violences sont écolos. Écolo punitifs, et qu'on met en avant beaucoup plus les CRS qui ont été blessés que les écolos qui l'ont été, alors qu'ils sont beaucoup plus nombreux. Et ça, c'est aussi une façon de détruire le mouvement. Parce que si vous venez vous exprimer auprès de personnes qui ne sont pas écolos, ils vont revenir « Ouais, mais enfin, tu te rends compte qu'ils ont détruit un golf. » Juste un mot sur ça. Je vous donne un exemple de ce qui s'est passé pendant la ZAD de Sivens. Après la mort de Rémi Fraisse, il y a eu une contextualisation. Au moment de chaque violence policière, il essaye de contextualiser par un rapport et essayer de montrer que, oui, vous voyez, il y a eu aussi des violences de la part des écologistes. Le directeur de cabinet du préfet de l'époque a tout simplement dit qu'il y avait des drapeaux de Daesh sur la zone de Sivens. Et c'est à ce moment-là que le discours sur les Khmers verts, les éco-terroristes, a commencé à naître. Ça n'est qu'une question de discours et de contextualisation, et il faut se battre contre cela sur le registre du discours également. Oui, je partage ce qui vient d'être dit parce que je crois qu'en réalité, il y a une vraie stratégie qui vise à ouvrir un débat sur le maintien de l'ordre qui a été utilisé plutôt pour dissimuler la démonstration massive de mobilisation au cours d'une manifestation, et on a connu ça pendant la réforme des retraites. Ce qu'on retient à la fin de la journée, c'est les casseurs, l'intervention de la police. Le seul débat qui est finalement celui sur les grandes chaînes d'information, c'est celui de savoir est-ce que la police a agi de manière proportionnée ou pas. Cela pour faire simplement oublier une chose, c'est la démonstration de mobilisation massive qui a été celle des manifestants, et tout ça on le dissimule, et je pense que c'est bien réfléchi et c'est une stratégie. Je confirme, et je confirme à titre personnel, en tant que journaliste, j'ai entendu des confrères, quand il y a eu une grande manifestation qui s'est bien passée, eh ben, il ne s'était rien passé en fait. Alors qu'en fait, il s'était passé plein de trucs. Il y avait eu des ateliers, il y avait eu, je crois que c'était contre le tunnel Lyon-Turin. Bon, bah, il ne s'est rien passé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de mort, il n'y a pas eu de blessés. Mais il y a eu quand même des choses. Il y a eu des gens qui sont venus, il y a eu des gens qui ont parlé, il y a eu des gens qui ont convaincu, il y a eu des gens, il y a eu un débat. Et ça, on l'a complètement douté parce que s'il n'y a pas de mort ou blessé, il ne se passe rien. Et c'est exactement ce que tu dis, c'est-à-dire que là, pour le coup, ils avaient gagné. D'autres questions? Les militants écolos ne sont pas suivis par la majorité parce qu'en fait, le système, il nous rabâche toute la journée d'être écolo. Donc un peu une écologie punitive qui
qui est injuste parce qu'on sait très bien que les plus grands pollueurs, c'est pas nous, même si je trouve qu'on pollue quand même trop à notre. Donc je me dis, est-ce que là ça pousse un peu loin, mais est-ce qu'en fait ils font pas exprès de nous abroger d'écologie tous les jours sans pour autant faire les bonnes décisions, pour en fait rejeter des gens qui voudraient une vraie écologie derrière, quoi. Je sais pas. Donc voilà. Qui peut répondre? Mais moi, ce que j'ai compris, c'était que c'était sur le discours ambiant qui est aussi porté par les institutions sur la nécessité de faire évoluer les faire chacun beaucoup d'efforts et qui renvoie les gens à leur responsabilité individuelle. Oui, évidemment, ça c'est effectivement, enfin, quand on ne fait rien, on fait croire qu'on fait. Donc c'est sûr que c'est typiquement, enfin, Marion parlait de l'affaire devant le Conseil d'État, de l'affaire du siècle, où l'État a été condamné, mais pour autant, à chaque fois, le gouvernement revient avec un argumentaire en disant mais si, vous voyez, on a fait un peu plus, etc. Alors qu'en fait, il n'y a pas de changement de politique, de fond. Et après, je sais pas, peut-être que Julien a d'autres choses à dire sur... Je sais pas, j'entends presque comme... Mais des fois, il y a presque des déclarations qui vont dans ce sens-là, quoi. C'est parce qu'il y a des écolos qu'il y a des problèmes, il y a une crise écologique, quoi. C'est quasi ça. Et voilà, on est des lanceurs d'alerte, et on met les pieds dans le plat. Et pour le coup, ça oblige le gouvernement à prendre en compte. Et comme ils sont incapables d'apporter les réponses, on sait bien pourquoi ils sont incapables d'apporter les réponses, c'est parce que ce gouvernement-là, il est pieds et mains liés au grand capital, les lobbies sont hyper puissants, quand on regarde dans le domaine agricole, c'est juste au secours, quoi. Et qu'en effet, ils aient besoin de développer toute une stratégie de communication et d'occupation de l'espace médiatique en contre-feu, pour pas qu'on parle du fond, soyons très vigilants avec ça, quoi. Et puis, je vais devoir vous quitter, c'est vraiment sous peu, et il y a une autre table ronde qui va commencer à l'autre bout là-bas. Eh bien, courez. Et merci. Et je voulais juste, pour conclure, faut jamais oublier que si on en arrive à ce rapport de force-là, c'est parce que le droit administratif n'est jamais dit jusqu'au bout avant les travaux. Et je voulais ici rendre hommage au camarade Thomas Braille, grimpeur, militant qui en ce moment a entamé une grève de la faim depuis 15 jours et a été rejoint par 7 camarades qui luttent contre l'arrachage de centaines d'arbres centenaires dans le cadre de l'installation de l'autoroute A69 entre Castres et Toulouse. Voilà, aujourd'hui, face à cette... c'est même pas l'inaction, enfin je disais tout à l'heure, c'est politique écocidaire. On est obligé de mettre nos corps en jeu. Donc nos corps en jeu face aux violences policières et quand même manifester malgré toutes les interdictions et en connaissance de cause. Hein. On savait à Sainte-Soline qu'il y aurait des milliers de Pandores suréquipés. Par contre, peut-être qu'on n'avait pas envisagé qu'il y aurait des consignes et des commandements qui iraient dans le sens de donner la mort. Voilà, peut-être qu'on était un peu naïf, peut-être que ça on n'avait pas pensé et que face à la masse et à notre manière d'évoluer pacifiquement, encerclés, etc., on pensait qu'on aurait eu des préfets raisonnables qui auraient privilégié la protection des personnes à la protection des biens. Parce que reparlons de Sainte-Soline, c'était quoi l'enjeu? C'était de préserver un cratère et des grilles. Et on a des puissants qui ont préféré donner l'ordre de tirer à feu nourri plutôt que de se retirer. Si c'était retiré, qu'est-ce que ça aurait donné? Ça n'aurait pas entravé le lendemain, il revenait avec les machines, concrètement. Et donc c'est grave parce qu'en fait c'est des questions d'orgueil, c'est des questions... voilà, on est face à un gouvernement aujourd'hui qui est prêt à tuer les écolos. Voilà. Et donc on le sait, et donc on va adapter nos stratégies en fonction. Et donc je voulais vous remercier tous, vous remercier à nouveau LDH pour le boulot accompli, parce qu'en vrai, si vous n'étiez pas là, mais tout ce traitement médiatique et tout, on se serait fait mais simplement balayer. Et s'il vous attaque aussi fort, c'est aussi parce que ce que vous faites est puissant et essentiel. Merci à vous, vraiment. Merci à vous. Merci Sarah. Je voulais juste faire une toute petite annonce pour dire que pour l'action, justement, on avait un certain nombre de documents qui ont été construits par la LDH, nos droits en manifestation, nos droits en garde à vue, des fiches pour les victimes de violences policières, si vous en avez dans votre entourage, si vous en rencontrez, ça peut être utile de leur donner les informations sur ce qu'il faut faire dans les 24 premières heures, dans les 48 premières heures après avoir subi des violences policières. Et puis on a aussi un jeu sur l'exercice des libertés publiques et le maintien de l'ordre qui a été créé avec l'ACAT
qui s'appelle On ne lâche rien et que vous pouvez retrouver sur le stand de la Ligue. Et on a quelques petits prospectus pour vous dire un peu ce que c'est. Voilà.